Média. C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc avec La Bulle ce matin, un espace créatif à Lausanne qui offre un lieu intime pour le travail, la recherche et la représentation artistique. Il comprend un théâtre d'appartement ouvert aux artistes du spectacle vivant et un espace d'exposition pour illustrateurs et dessinateurs notamment. Face aux périodes d'inactivité des artistes, La Bulle vise à préserver leur visibilité, les plaçant en acteurs centraux de leur parcours indépendant, des structures institutionnelles. Le projet aspire à fédérer les forces, créer des connexions et soutenir les artistes à différentes étapes de leur processus créatif, nécessitant le soutien de la communauté pour sa concrétisation. Pour en parler, je reçois ce matin sur le plateau Anna Martinella. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes notamment comédienne. Oui. Notamment, et bravo pour ce magnifique projet et cette belle idée. Comment elle est née, cette idée un peu particulière, un peu folle, on ose le terme. Oui, complètement. Ouais. Non, il y a deux choses. Il y a une petite maison improbable dans le centre de Lausanne qui est un peu comme ça, hors de la ville, hors du temps, qui donne cette impression de bulle. Donc, j'y vis aussi notamment. Ouais. Et puis, il y a eu cette réflexion par rapport à mon propre parcours, mais aussi par rapport au reflet du parcours d'autres acteurs et actrices que je côtoie, qui était ce problème de la visibilité dans des moments où on ne travaille pas. La première question quand on rencontre un comédien ou une comédienne, c'est « tu fais quoi en ce moment ?» Et puis il y a cette espèce d'ébullition de se dire « voilà, qu'est-ce que je fais effectivement en ce moment si on n'est pas en créa, etc. » Puis un artiste n'est pas seulement artiste quand il est sur une production ou sur une expo, etc. Il y a ces temps entre, et quand il y a ces temps entre qui on est, et le but c'était justement de faire cette jointure avec ces instants-là et de garder une visibilité pour soi-même avoir l'impression de continuer à créer, à faire, à chercher, à créer du lien, parce que ça c'est extrêmement important aussi, puis à se rendre visible à l'endroit même de notre métier en fait finalement, où il y a beaucoup on va au théâtre, on va voir les gens, on exprime une envie, un désir d'être là, de jouer, mais ça se réduit à quelques mots, alors qu'avec un texte, avec une atmosphère, avec une recherche, on dit autre chose. Ouais, c'est vrai que ça peut être une vraie menace pour un artiste d'être un petit peu en retrait pendant quelques temps. Là, vous leur offrez effectivement la possibilité d'avoir une jolie vitrine. Et alors, la particularité, vous aimez bien, c'est chez vous, donc vous aimez bien recevoir les jours, ça c'est très bien, mais ça offre une proximité, un retour direct avec le public, parce que là, c'est vraiment, c'est très intimiste comme rapport, finalement. Oui. Ouais. C'est là où ça casse un peu les codes, c'est-à-dire que le théâtre institutionnel, c'est génial, aller au théâtre, c'est quelque chose de spécial, de magique. Là, on est dans quelque chose, alors c'est pas dans mon appartement, c'est au-dessus, sous les combles. Ouais. Et puis, donc, il y a effectivement cette proximité avec le public, il y a donc et avant et après aussi, c'est-à-dire que du coup, il y a une vraie rencontre. Ça me replace le texte au centre, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire des grandes sorties, des grandes entrées, et puis, mais il y a cette simplicité qui se manifeste dans cet endroit-là et qui est assez intéressante à explorer aussi bien pour nous, comme comédiens, dans notre pratique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait de dire un texte avec une émotion, avec quelque chose, en ayant votre regard en face. Ouais, tout à fait. Et puis, pour le spectateur aussi, d'être dans cette bulle avec l'artiste, en fait. D'où le nom, La Bulle, justement. Voilà, et c'est vrai que c'est plutôt bien. C'est multifonctionnel, il y a un côté, d'après ce que je peux comprendre, il y a un bureau, c'est un peu un laboratoire aussi, en quelque sorte, si on ose le mot. Puis il peut y avoir des dessinateurs, des musiciens, il peut y avoir du théâtre, il peut y avoir différentes disciplines, si on peut utiliser ce mot. Vous êtes d'accord avec ça? C'est juste Oui, il y a la possibilité. Là, on a eu l'inauguration le 9 décembre. Où on a fait une sorte de journée
porte ouverte, on a un petit peu montré tout ce qui était en cours. Donc il y avait un salon confidentiel le matin avec Déborah L, qui est coordinatrice d'intimité et coach d'actrice, Marie-Angela Galvan-Trèche, qui est directrice de casting, et qui sont venus les deux parler de leur métier, de leur parcours. Il y avait une quinzaine de personnes. C'était avec un petit déjeuner gourmand et délicieux. Et il y avait vraiment cette envie de créer là aussi une petite bulle où voilà, c'est parti dans une discussion qui est devenue de plus en plus intime et profonde. Et je pense que c'était très intéressant. Là, c'était assez ciblé pour les comédiens, comédiennes professionnelles. Ensuite, on a eu une initiation à l'hypnose où un de mes amis comédiens a fait ça en parallèle et qui a un petit peu montré comment ça se passe. Ensuite, on a eu Tu t'es vu quand t'as bulle. Ça, c'était un apéro-concert où on a eu... Là, c'était extraordinaire. On a eu une soprane, chanteuse lyrique, qui est venue, Eline Kretschkoff. Et d'avoir Carmen chanter devant vous à 2 mètres. On était assis dans des canapés, des gens étaient assis par terre, il venait des enfants. Il y avait quelque chose, c'était super chouette. Et puis donc là, en même temps, il y avait une exposition dans la pièce d'à côté, donc de Margot Chéteau, avec de très beaux portraits. Oui, voilà, il y a vraiment... puis après, il y a eu d'autres artistes, tout genre confondus. Et... voilà, c'est vraiment une ouverture à ça. On peut inventer, on peut venir. Il y a vraiment, je pense que le moteur de ça, c'est le désir d'offrir, de partager, de créer du lien. C'est ça, c'est le partage, c'est important effectivement. Comment vous financez tout ça ? Il y a une entrée, comment ça marche en fait ? Alors pour l'instant, toute la structure, c'est un petit peu un tout petit noyau qui avons mu par l'envie de créer ce petit rêve. Donc là, on cherche un peu des financements, que ce soit public ou privé, des aides. On peut faire des dons, on peut participer. Il y a un chapeau. Après, il y a évidemment la question de la rémunération des artistes, parce que je pense que ça, c'est fondamental aussi. Évidemment, donc, c'est au chapeau. Et puis, petit à petit... en voyant comment ça prend, comment les gens adhèrent à cette idée-là, j'espère qu'il y aura le poids pour attirer des soutiens qui permettront de donner une forme plus pérenne et sûre et développer ça vraiment un peu comme un centre où l'artiste est au centre. On a bien compris. Et ça, c'est le plus important. Et bravo pour ce que vous faites et bravo pour cette initiative. Comment est-ce qu'on peut vous retrouver, notamment sur la toile, j'imagine, sur Internet ? Je vous laisse donner l'adresse. Alors, c'est www.la-bulle-lausanne.ch. Voilà, tout ça. Sur Instagram aussi. Pareil, c'est la bulle Lausanne. Voilà, il y a tout le programme. Il y a le programme. Vous en savoir un petit peu plus. Voilà, très bien. Mais en tout cas, merci d'être venu nous en parler aussi bien. Anna Martinella, je vous dis peut-être à bientôt. Vous venez nous retrouver prochainement pour nous parler un petit peu de ce que vous allez pouvoir proposer. En attendant, bravo et merci en tous les cas. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Je suis Comor, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans le grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et ce matin, on parle du prix de Lausanne, fort de plus de 50 ans d'excellence dans la danse, devenu un rendez-vous mondial très attendu. Notez bien les dates cette année, c'est du 28 janvier au 3 février au Théâtre de Beaulieu à Lausanne. L'édition 2024 présente 425 candidates et candidats de 43 pays, parmi eux 81 danseurs et danseuses exceptionnels, dont 7 présélectionnés participeront à cette compétition prestigieuse. Nouveauté cette année, un événement spécial dédié aux étoiles montantes du ballet. Cette édition 2024 continue de célébrer la passion, le talent et l'engagement dans le monde de la danse. Je reçois ce matin Catherine Bratnet, éminente danseuse au parcours international. Vous avez collaboré notamment étroitement avec des figures notables telles que Maurice Béjart. Depuis 2018, vous occupez avec brio le rôle de directrice artistique et exécutive du prix de Lausanne. Bonjour et bienvenue Catherine Bratnet. Bonjour. Merci d'être là.
Comment allez-vous ? Très bien, merci. Voilà, on est à on peut parler d'heures maintenant, quelques heures du début de cette 52e édition du prix de Lausanne. On stresse un petit peu, toujours avant l'événement, un petit peu quand même ? Toujours, oui, toujours un peu de stress, mais là j'ai une équipe superbe et on est à temps. Voilà. Il y a une saveur particulière à cette édition 2024. Il y a pas mal de choses qui vont se passer. Oui. On va en parler justement. Très bien. À quoi faut-il s'attendre un peu particulier cette année ? On a le projet chorégraphique avec 25 jeunes élèves entre 15 et 19 ans qui arrivent demain et qui commencent à répéter toute la semaine pour faire le spectacle à la finale. Oui. Donc, ils apprennent une chorégraphie en 5 jours, 6 jours. Et c'est ce qu'on voit, les images derrière moi, je les vois. Ouais. Et c'est vraiment une expérience comme une jeune compagnie junior qui est vraiment unique. Et ça va être magnifique. Ouais. 5 jours pour mettre en place un spectacle comme ça peut paraître beaucoup, mais finalement, c'est tellement de travail que c'est pas beaucoup. En fait, c'est relativement stressant quand même pour les participants. Oui, la musique dure 10 minutes, 40 secondes. Ouais. Et donc, normalement, un chorégraphe fait peut-être 2 minutes par jour. Donc là, c'est vraiment de 8h du matin jusqu'à 19h le soir. Ouais. Bon, on a les physios, on a les repas, il y a des pauses, mais quand même, c'est très intense. Ouais. Et je sais que les jeunes, ils ont plein d'énergie, c'est des sportifs de haut niveau quand même et artistes. Ouais. Et donc, ils sont très inspirés. C'est une très belle expérience. Ouais. C'est très, très physique comme exercice. Vous pouvez en parler, parce que vous connaissez bien, cette discipline, effectivement. Ça veut dire qu'il faut être, comme on dit, très rigoureux. Ça veut dire qu'il y a une discipline de vie, une hygiène de vie qui est très, très, très importante. Vous les suivez, tous ces gens, tous ces jeunes, justement, qui est de très près, j'imagine. Ils sont sous haute surveillance durant cette période. Oui, absolument. Et pas que. Oui, et pas que. Ouais. Oui, c'est vraiment tous les jours un travail mental, physique. Et il faut soigner son corps, il faut prévenir les blessures déjà. Dès qu'on a mal, on voit un physio. Et il y a les échauffements avant, il y a les cool-down après. C'est toute une science, en fait. Et pendant toute la semaine, on a les physios sur place, les médecins, on a justement les échauffements, les cours classiques, contemporains. Tout est prévu à la seconde près. Ouais, c'est impressionnant comme organisation. 425 candidats. Alors ça, c'est pour les candidats, ceux qui participent, et puis il y a toutes les personnes derrière qui sont là pour justement que ça se passe bien. C'est gigantesque comme organisation. Oui, on a dû éliminer, en fait, on élimine par vidéo au mois d'octobre avec un jury de 9 personnes. Ouais. Et donc là, on a les 88 crèmes de la crème qui viennent de 19 pays différents du monde entier. Ouais. En plus, on a les 25 danseurs du projet chorégraphique. En plus, on a 10 danseurs et chorégraphes du Young Creation Award. C'est un concours en parallèle du prix de Lausanne de la chorégraphie. Et eux, ils seront jugés le mercredi soir par le jury du prix de Lausanne. D'accord. Et les 2 gagnants, ils vont danser aussi à la finale le samedi et les étoiles montantes le dimanche. Bon, c'est magnifique. Alors, il faut le rappeler, Lausanne, c'est devenu très important pour les danseurs et danseuses qui participent à cette 52e édition notamment, mais depuis des années c'est comme ça. Passer par Lausanne, c'est primordial, j'ai envie de dire, pour pouvoir aller ailleurs après, c'est important. Tout à fait, c'est une carte de visite, le prix de Lausanne, et un tremplin pour vraiment se lancer dans une carrière professionnelle, avoir les meilleurs enseignants du monde, les meilleures écoles, les meilleures compagnies. Et ça se passe à Lausanne, à Beaulieu, une salle toute belle, toute refaite. Là aussi, les conditions sont, j'imagine, plutôt confortables aussi pour vous et puis pour l'ensemble des artistes qui vont pouvoir se présenter sur cette scène. Ouais. Le théâtre a été refait il y a 2 ans. C'est la 2e année qu'on est là. Et une très belle chose pour les danseurs, c'est que la scène est plate maintenant. Avant, c'était en pente de 5%. D'accord. Et donc, pour l'équilibre, c'est très difficile d'ajuster à 5% en un jour. Il faut quelques jours. Après, il s'ajuste. Mais là, la scène est plate. Donc, c'est tout de suite confortable, bien à l'aise, en équilibre. Lausanne, on peut le dire, va devenir la capitale de la danse
pendant quelques jours, on peut le dire ça? Oui, c'est comme les Olympiques. Mondiale, hein. Ouais. Exactement, capitale de la danse, les Olympiques de la danse, les meilleurs danseurs, jeunes danseurs pré-professionnels qui arrivent à Lausanne. Et on suit leur carrière et deviennent la famille du prix de Lausanne. Et donc, c'est pas que cette année, ça va être dans le futur. On a notre jury, il y a 8 membres, 8 lauréates du passé. Donc, de 1983 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment un mélange des meilleurs danseurs qui font des grandes carrières et qui deviennent directeurs, chorégraphes. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. On parle du prix de Lausanne, prix d'excellence. L'événement est devenu le rendez-vous mondial incontournable. Nouveauté cette année avec un événement spécial dédié aux étoiles montantes du ballet. Cette édition 2024 continue de célébrer la passion, le talent et l'engagement et la tradition. On en parle ce matin avec Catherine Bratnet qui est avec nous, directrice du prix de Lausanne. Une édition 2024, on l'a dit, particulière, il y a pas mal de choses qui vont se passer. J'aimerais juste revenir sur le fait qu'on est à Lausanne. Et à Lausanne, ce concours mondial qui est reconnu mondialement et qui est très important dans le monde de la danse, comment est-il devenu si important ce prix de Lausanne, justement? Il y a un peu de Béjart dans l'histoire? En fait, oui, Maurice Béjart, il a commencé avec Philippe Braunschweig, Elvire Braunschweig et Rosella Hightower en 1973. L'idée qu'un concours, on ne gagne pas de l'argent, mais on gagne des bourses, on gagne de l'éducation. Et Maurice Béjart, il a donné une bourse dans son école Moudra à cette année-là. Et donc, c'est vrai qu'il fait partie de l'histoire du prix de Lausanne. Après, ça a évolué. Il ne savait pas si ça a duré plus qu'1 an ou 2 ans. Et maintenant, on est au 52e édition, toujours à Lausanne, sauf quelques exceptions quand le théâtre était en rénovation. Mais Lausanne est une très belle ville avec beaucoup de culture. Ouais. On a tendance à l'oublier, ça. Ça se passe ici, chez nous, à Lausanne. C'est pas forcément à Paris où beaucoup de choses se passent. Vous qui avez beaucoup voyagé, on peut le dire, Lausanne a une chance incroyable. Ça se passe ici. Absolument. Ouais. Et le théâtre de Beaulieu est magnifique. On utilise tous les espaces. On a 4 studios, plus la scène. Toute la semaine, les danseurs travaillent, les cours différents avec les professeurs différents. Et c'est un lieu vraiment qui réunit le monde de la danse pendant une semaine. On l'a dit, je l'ai dit en intro, un prix spécial pour les danseurs de ballet, notamment. Oui. Expliquez-nous alors, parce que moi je suis un novice, il faut m'expliquer pour qu'on comprenne bien. Oui. La base de la danse classique permet qu'on puisse danser toutes les danses du monde. Je l'ai étudié, j'ai dansé professionnellement et je le sais. Mais le prix de Lausanne, c'est pas que la danse classique, c'est aussi la danse néoclassique et contemporaine. Et donc, on a vraiment ouvert les portes depuis plus de 20 ans maintenant pour la danse, les danses différentes. Et une liberté d'expression, c'est pas que le rigide rigueur mais c'est aussi beaucoup plus de liberté et se montrer artistiquement. D'accord. Et là, du coup, cette année, il y aura un focus fait justement sur cette discipline un peu à part, finalement, en quelque sorte. On peut dire ça? Oui, absolument. On va voir la crème de la crème dans la danse classique. On va voir les chorégraphes, les jeunes chorégraphes, les nouvelles idées, le futur de la danse, l'évolution de la danse, parce qu'il y a une évolution techniquement, artistiquement, les idées, l'imagination. On voit tout. Très bien. Et ça, c'est bien sûr immanquable pour cette 52e édition. Peut-on également dire 2 mots sur la présence d'Alexandra Ferri, danseuse italienne qui sera de renom, qui sera présente pour cette édition? Ça, c'est aussi important d'avoir des grands noms comme ça qui viennent à Lausanne pour cet événement. La carrière d'Alexandra Ferri a été lancée dans les années 80 grâce au prix de Lausanne. Elle a gagné une bourse. Elle a dansé comme première danseuse au Royal Ballet, American Ballet Theatre, La Scala. Elle a dansé avec tous les grands chorégraphes du monde. Elle danse encore d'ailleurs. Et là, elle va être la directrice de l'Opéra de Vienne. À partir de septembre. Donc, elle gagne un Lifetime Award parce qu'elle montre vraiment tout ce qu'on peut faire avec la danse. Une grande carrière, prima ballerina assoluta. Et elle
elle touche tous les domaines. Elle est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et puis elle sera présente durant l'événement. Alors, on l'a dit, il y a des danseurs qui viennent du monde entier pour cet événement. Et en Suisse, on a des étoiles en Suisse, on a des bonnes danseuses, des bons danseurs, des talents exceptionnels. Oui. Cette année, on a une Suissesse de VV, d'ailleurs, qui a fait le stage d'été, qui était présélectionnée. Elle sera là. Florence Faure. Son professeur est Florence Faure. Oh, ça, c'est d'accord. Exactement. Et la danseuse Nadia Corbou. Voilà, oui, c'est ça. Bravo. Ouais. Et elle est très belle, très lyrique, elle a beaucoup de qualités. Vous allez la voir parce qu'il y a plusieurs reportages sur elle. Et on a toujours des Américains, des Australiens, Américains du Sud, Coréens, Japonais. Il y a vraiment 19 nationalités différentes. Et dans la Suisse, il y a 182 candidats depuis 1973. Et on a eu quand même une soixantaine de gagnants qui ont fait des grandes carrières comme Martin Schlapfer. Il y a d'autres noms. Donc c'est devenu une légende, Lausanne, en quelque sorte, en plus, et un passage un peu obligé, on le disait, pour ces danseurs, pour ces artistes. Après Lausanne, ça ouvre les portes, hein. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, hein. Ça, c'est important. Hein. On a 80 partenaires, écoles et compagnies qui viennent, les directeurs du monde entier, et ils font un recrutement. Donc, à la fin du concours, ils peuvent proposer, on a une plateforme qui fait un match, les directeurs qui sont intéressés dans les danseurs avec les directeurs, et on les met en contact. Et ça a beaucoup de succès. Il y a 90% des candidats qui reçoivent une offre. Et après, il y a tous les gagnants ils ont une garantie, un travail ou une place dans une école réputée. Et donc, c'est vraiment quelque chose un tremplin pour ces jeunes danseurs de trouver leur futur. Merci beaucoup Catherine Bratnel de nous avoir parlé du prix de Lausanne, 59e édition. Je vous rappelle, c'est du 28 janvier, ça démarre là dans quelques jours. Tout est en train de se mettre en place. C'est jusqu'au 4 février prochain, c'est au Théâtre de Beaulieu. Vous allez sur prixdelausanne.org pour en savoir un petit peu plus. Et puis, il faut bien sûr aller voir ces magnifiques spectacles. On peut dire ça comme ça? Oui, c'est des spectacles. Oui, absolument. Oui. Le dimanche, c'est le best-of, la finale. En fait, c'est un spectacle, les étoiles montantes. Et on va voir juste le meilleur de ce prix de Lausanne 2024. La finale, mais un spectacle avant tout, quand même. Exactement. Merci beaucoup, Catherine Bratnel. Je vous souhaite plein succès, évidemment, pour cette 52e édition. Merci d'être venue ce matin. Je vous dis à bientôt sur M et sur Canal+. À bientôt. Balance ton sport. De Garrigue, ce matin dans Balance ton sport, on parle de cross et de la 18e édition du cross de Lausanne. Oui Philippe, qu'il y ait de la boue, une pluie torrentielle ou une tornade, l'élite suisse sera réunie ce samedi au bord du Léman dans le parc Louis Bourget pour la 18e édition du cross de Lausanne. Le cross, c'est une course dans un milieu naturel et quand on le court, on s'adapte aux conditions météo. Dominique Blanc, bonjour, vous êtes l'organisateur du cross de Lausanne. On annonce du beau temps pour samedi, ça devrait aller ? Oui, jusque-là, on tient bon. On a 2 mois de pluie derrière nous, donc je pense que le terrain va être bien gorgé, mais il aura peut-être un petit peu le temps de se stabiliser d'ici là. Et puis, comme on l'a dit, le cross, ma foi, on s'adapte. C'est le coureur qui s'adapte au terrain, et pas l'inverse. Donc, voilà. Vous le connaissez bien, ce cross de Lausanne. Vous avez déjà eu des conditions un peu difficiles au niveau de la météo ? Oui, c'est arrivé, mais disons qu'on reste encore dans des contrées qui sont relativement clémente, on va dire. On n'a plus tellement des hivers rigoureux comme on a pu connaître par le passé. Donc finalement, les gros champs de boue, on n'est pas dans une compétition type parcours du combattant, strongman, mud day, etc. Donc, ça va, mais ça peut venir. Hein. On a vu quand même des champs qui étaient bien gorgés. Ça ressemblait presque à des rizières. Donc, on fait avec. Ce samedi, les départs du cross vont s'étendre sur toute la journée avec différentes catégories. L'idée, c'est de mettre personne sur le bas-côté tout au long de la journée ? Non, alors justement, au contraire, c'est même une compétition comme son nom l'indique, mais disons c'est surtout une course populaire, c'est une fête populaire, on insiste là-dessus, c'est pas parce qu'il y a une dimension internationale avec effectivement cette année, qui en plus est une année particulière avec les jeux quand même qui s'annoncent, on est à 6 mois des jeux, hein. Donc c'est clair que les élites, pour ceux qui viennent disputer des crosses, eux ils sont clairement déjà dans une préparation.
ils sont déjà prêts, mais enfin, ils viennent aussi peaufiner et renforcer. C'est aussi un petit peu le message. Donc le cross, c'est quoi ? C'est une discipline sur un terrain qui est exigeant. Et cette exigence, finalement, elle profite aussi bien aux élites qu'aux populaires, puisque le renforcement, c'est un petit peu aussi ce qui permet d'avoir une foulée efficace. Donc quand on prépare des objectifs populaires, que ce soit sur un trail, sur des formats qui sont autrement plus longs que ceux du cross, ou les 20 km de Lausanne, pour donner un exemple, ceux qu'ont fait les 10 l'année passée, peut-être vont ambitionner cette année 2024, année olympique, de faire les 20 km. Bon, le renforcement, ça fait partie de la préparation. Un mot sur le tracé, c'est une boucle d'1 kilomètre qu'il faudra répéter un certain nombre de fois en fonction de sa catégorie. Il paraît que le terrain est roulant, ça veut dire quoi ? Que c'est plutôt en pente ou le plutôt roulant, pas, c'est exactement ça, c'est qu'il n'y a pas tellement de rupture de pente. En fait, au Parc Bourget, contrairement à l'histoire du cross, notamment du cross de Vidi, mais initialement au cross de Lausanne, cross de Vidi qui était dans les années 80, finalement il a été arrêté, puis il s'est déplacé au Mont-sur-Lausanne puisque le parc de Vidi n'était pas encore une zone d'activité sportive. Donc le terrain qui se trouvait à la place du Châtaignier au Mont-sur-Lausanne était plus accidenté, c'est-à-dire qu'il y avait des ruptures de pente. Et donc ça, effectivement, c'est ce qu'on dit d'un cross roulant, c'est qu'il est plutôt plane, il y a un petit faux plat, mais enfin c'est supportable par rapport à un parcours vraiment plus accidenté avec des talus, voilà. Vous le connaissez depuis longtemps, on l'a dit, ce cross de Lausanne. Comment vous l'avez vu évoluer ? Est-ce qu'il y a des directions qu'il prend depuis quelques années ? Alors oui, il y a une évolution dans le sens où, d'une part, la discipline du cross était un petit peu délaissée, alors qu'avant, c'était vraiment la préparation principale des pistards, vraiment pour l'essentiel. C'était vraiment très, très concentré sur ces aspects, on va dire, techniques, en tout cas, des techniciens de la course. Après, il y a eu une sorte de désaffection. C'est un sujet qui a déjà été abordé par le passé, avec, par contre, des disciplines chez les Kenyans, par exemple, où le cross est resté. Donc finalement, on s'est un petit peu détourné du cross. Aujourd'hui, on a des alternatives avec des salles couvertes. Donc on a pas mal de meetings aussi indoor, hein, donc ça fait une petite concurrence aussi au cross. Et puis de l'autre côté, on a aussi une visibilité un peu moindre, puisque le cross a disparu des Jeux Olympiques en 1924, dernière fois qu'on l'a vu, et il a du mal à revenir, à retrouver sa place, puis malgré les instigations qui sont faites, y compris par, quand même, non des moindres, le président de la Fédération internationale, Sébastien Coe. Donc on voit que c'est quelque chose qui a un petit peu évolué, mais dont les vertus, par contre, perdurent. Et si on discute avec des entraîneurs, y compris l'encadrement des élites, ils sont acquis à la cause. J'ai pas besoin tellement de leur faire l'article pour leur dire ça serait bien si ton groupe il vient un peu se renforcer. J'ai pas besoin de les séduire beaucoup, ils viennent. Donc, pour conclure, ce cross, il s'inscrit un peu dans une mouvance de sport populaire où il n'y a pas que l'élite qu'on voit courir très vite. C'est tout le monde vient courir le temps d'une journée, en l'occurrence. Ça représente quoi de pouvoir réunir à la fois les meilleurs du pays et à la fois les coureurs du dimanche qui viennent le même jour sur le même terrain courir la même course. C'est une chance incroyable parce que justement il y a cette espèce d'émulation. D'habitude les élites sont toujours un petit peu distants, enfin ils sont loin. On a les stades par exemple sont difficiles d'accès, enfin ils sont relativement lointains. Là on a la possibilité de les côtoyer vraiment. C'est ludique le cross. Il faut aussi rappeler qu'il y a le sport d'abord faut avoir du plaisir, disons, à le faire. Ça passe par l'enfance. Il y a un côté ludique. Ici on a 4 obstacles. Le 3000 steeple, par exemple, en stade, on essaie de recréer le cross avec un obstacle tous les 400 mètres, puisque c'est un tour, hein, et une rivière. Donc on recrée artificiellement, finalement, les conditions du cross, sans les retrouver vraiment, parce qu'il n'y a pas de changement de direction. On est sur une surface plane. Alors que les enfants, eux, quand ils viennent à Vidi, il y a un obstacle à franchir. Bon, voilà, c'est amusant, je veux dire, dans le sens où ça oblige au changement de rythme. C'est bon pour le coureur, c'est de la technique de course, et puis les enfants, voilà, on s'amuse. Retrouvons l'enfant qui est en nous, et puis amusons-nous justement sur ce magnifique site du Parc Bourget qui est mis à notre disposition, ça c'est une chance. Pour un équipement particulier, là, vous êtes venu avec une chaussure avec des pics, là, c'est des pneus neige, ça, carrément. Je suis venu montrer ce que c'était qu'une chaussure de cross, ou disons, voilà, ce qu'on appelle des pointes, on entend parler des pointes. C'est pas toujours nécessaire, ça dépend vraiment, il faut adapter, c'est comme les pneus d'hiver, il faut adapter au fait aussi aux conditions. Si vous avez un sol dur parce qu'il a fait froid et un sol qui finalement rend quand même assez bien l'impulsion de la foulée, il n'y a pas tellement besoin de mettre des pointes, vous avez peu d'amorti. Hein. Donc finalement c'est assez dur, surtout si on n'a pas l'habitude. Par contre, le parcours de Vidi qui est varié, alors il est roulant, oui, mais il est varié. Donc ça veut dire qu'on a les pointes aussi, les longueurs, hein, on peut choisir. Hein. On n'est pas obligé de mettre des 15 mm. Mais disons que ce parcours varié... Les talons à l'envers, vous mettez les pointes devant, vous. Hein. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme les propulsions, les tractions avant, ça fait la même chose. Alors vous avez le choix en fait. Vous avez une partie finlandaise avec des copeaux de bois. Alors ça c'est génial parce que ça amortit bien. Par contre avec la pointe...
Il y a juste l'inconvénient, c'est que vous risquez, je l'ai vécu. Donc vous épinglez le copeau, vous l'emmenez avec vous, et puis à chaque fois que vous posez le pied, vous avez une espèce d'instabilité comme ça. Alors c'est le propre du cross, c'est d'adapter la foulée et puis d'être à l'écoute. Sur les appuis, chaque appui est incertain, vous faites un cross court 3000 mètres, vous avez 1200, avec une foulée d'1,20 m, on va dire, vous avez 1250 exercices de proprioception sur chaque pied. Donc si vous avez un copeau, vous faites avec. Soit vous arrêtez, vous l'enlevez, soit vous continuez avec, puis plus tard dans le terrain, il y a un peu de boue. Donc ça évolue aussi en fonction du parcours, mais sur la même boucle, vous allez rencontrer une portion variable. Donc la boue a retenu le copeau, puis ça fait des petits effets. Voilà. Je me suis débarrassé comme ça, je voulais pas abandonner le groupe avec lequel j'essaie de me maintenir, donc voilà, c'est l'aventure. Merci beaucoup de belle aventure. La 18e édition du Cross de Lausanne, c'est ce samedi au parc Louis Bourget. Les premiers départs auront lieu à 10h et les inscriptions sont encore ouvertes. Allez-y, inscrivez-vous. Jusqu'à vendredi. Merci beaucoup. Avec plaisir. À très bientôt. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Bonne journée. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Et ce matin, on parle du festival Antigel. Ancré chaque année à Genève, il dévoile avec enthousiasme le programme de sa 14e édition où la culture défie les rigueurs de l'hiver. Du 1er au 24 février prochain, cet événement dynamique célèbre la diversité artistique avec 3 semaines et 4 week-ends foisonnants de performances, de concerts et d'art vivant. L'objectif des organisateurs est de perpétuer la magie unique créée par le festival. Depuis maintenant plus de 10 ans, maintenant 14 ans même. On va en parler justement avec Eric Linder, que je suis très content d'accueillir sur le plateau. Salut Eric. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Ouais, super. Voilà. Dis donc, c'est la 14e édition. Ouais. On regarde dans le rétroviseur. Qu'est-ce qui a changé finalement aujourd'hui par rapport à 14 ans en arrière où tu as fondé le désir et l'excitation est inchangé, on va dire. Je dirais que quand on lançait le festival en 2011, c'était une idée, les gens nous prenaient un peu pour des fous de faire un festival en plein hiver et excentré, on va dire, dans toute la région genevoise. Ouais. Et puis aujourd'hui, la notion, on va dire, de culture dans tout ce territoire est devenue beaucoup plus courante, en fait, et c'est une super nouvelle, en fait. Ouais. Je dirais qu'on a vraiment fertilisé un territoire en y amenant de la culture. Et aujourd'hui, en fait, il y a encore tellement de choses à explorer. Quand même, Antigel, c'est aussi explorer, suivre le programme Antigel, c'est quelque part un peu, on a un peu des tours opérateurs culturels et on emmène le public dans une aventure. Ouais. Et cette aventure, chaque année, il y a toujours des nouveaux lieux, toujours des nouvelles choses à découvrir. Ouais. Donc voilà, on est toujours aussi excités. Et en plus, il y a eu le Covid qui a passé par là, vous avez tenu le coup durant cette période, vous avez fait des choses un peu exceptionnelles aussi, on peut y revenir tout à l'heure. Festival qui a son style, qui est particulier, parce que justement, il permet au public de découvrir des endroits qu'on ne connaît pas forcément, des endroits un peu inexplorés ou inexplorables, sauf pendant cette période-là. Qui permet de découvrir toute une région, Genève en l'occurrence, on va en parler plus précisément justement tout à l'heure. Et puis au niveau artistique, là encore, ça permet de découvrir des choses qu'on ne connaît pas forcément, des choses qu'on ne voit pas ailleurs aussi. Donc il faut être curieux aussi pour venir à Antigel. Disons que la programmation Antigel est vraiment truffée de coups de cœur. Ouais, c'est ça, ouais. Et on essaie de trouver des artistes qu'on ne voit pas forcément déjà partout. Ou alors on les voit d'abord en Antigel et ensuite ailleurs, c'est un peu ça l'idée. Mais je dirais qu'on a gagné au fil des années la confiance du public. Et aujourd'hui, vraiment le public nous suit, est curieux et vraiment toujours prêt à l'aventure qu'on propose, quoi. Et c'est attendu, les Genevois attendent cet événement, pas que les Genevois d'ailleurs. Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. Je crois vraiment des gens viennent de partout. Vraiment, il y a énormément de gens, même de gens qui ne vivent plus à Genève, qui adoraient le festival, qui reviennent en fait en vacances pour Antigel. Et on a su gagner, on va dire, cette confiance auprès du public. Ce modèle c'est un peu exporté l'année passée, on en avait parlé avec Hyper West dans l'ouest lausannois. C'est un petit peu le modèle Antigel qui avait été un peu mis en place dans l'ouest lausannois, qui regorge aussi d'endroits particuliers, magiques, un peu
Inexploré, justement. C'est juste, c'est un modèle qui peut s'exporter ou pas ? Le modèle du festival, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est partir de raconter un peu une région. Ouais. C'est l'idée qu'on fait, et d'ailleurs qu'on a fait à plein d'endroits. L'année passée, on a fait un festival à Abidjan. Oui. Et dans l'Ouest lausannois, on a souhaité, on va dire, garder la même curiosité qu'on a, on va dire, en tant que programmateur artistique, etc. Et du coup, on a trouvé vraiment plein de trésors à partager avec le public. Et c'est vrai que le public a été nombreux, et c'était une super expérience. Qu'est-ce qu'ils ont de magique, ces endroits particuliers? Ça peut être un dépôt, ça peut être une ancienne usine, ça peut être une forêt, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Parce que c'est pas des endroits faits pour ça, justement. C'est ce qui fait que c'est particulier, et ça donne une saveur particulière à ce qui est présenté, c'est ça? Disons que, on va dire que ça augmente l'expérience. Ouais. C'est-à-dire qu'aller voir un concert dans une salle de concert, l'artiste qui vient jouer connaît ça par cœur, et le public a déjà vu ça de nombreuses occasions. Ouais. Donc on a aussi ça d'ailleurs au festival. Antigel, il y a des salles classiques, on va dire, de spectacle. Ouais. Mais je dirais que l'envie de surprendre finalement à la fois le public, les artistes, ça crée une expérience inédite. Tout le monde sait que ce qui se passe ce soir sera que ce soir, et c'est tout. Il y a un côté un peu exclusif, inédit, qui en fait qui a été un peu quelque chose de l'ordre d'une intuition qu'on a lancé le festival. Et en fait, c'est devenu une marque de fabrique. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que beaucoup des endroits où on va, beaucoup des communes qu'on explore, n'ont pas de lieu culturel. Et c'est naturellement, dans une commune qui, imaginons, a un centre sportif et une bulle, une bulle de tennis hivernale, une sorte de dôme, tout d'un coup, on se dit, mais waouh, ce lieu est dingue, pourquoi on ne ferait pas des projections à l'intérieur et un concert? Donc en fait, c'est aussi, Antigel, c'est aussi une sorte de laisser de la liberté à notre créativité. Et c'est ça aussi qui est excitant dans ce projet. Donc plus qu'un spectacle, plus que des shows, c'est une expérience en fait, véritablement, c'est ça. Oui, j'aime bien ce mot d'expérience parce que j'aime bien en fait donner rendez-vous au public, et qu'il y a aussi une prise de risque. Je veux dire, il n'y a pas de côté pépère, plan-plan à Antigel. Ça n'existe pas, en fait. À Antigel, il y a toujours le désir de surprendre. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Et on parle du festival Antigel, rendez-vous annuel à Genève, qui dévoile son programme pour la 14e édition. Notez bien les dates, c'est du 1er au 24 février prochain. L'événement propose 3 semaines de performances variées, affirmant sa volonté de faire triompher la culture malgré le froid de l'hiver. Et pour en parler, c'est Eric Linder qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau pour nous parler de ce festival qui est très attendu chaque année, qui est presque devenu finalement un concept lémanique plus que je ne vois. Eric Linder. Qu'est-ce que vous entendez par là? Le fait qu'on a exploré un petit peu d'autres contrées. Oui, c'est ça, oui. Oui, en fait, je crois que l'idée de décentraliser la culture est un concept qui doit être absolument globalisé. C'est-à-dire que faire amener de la culture absolument partout, je pense que ça marche, c'est utile. Et on a vu pendant le Covid à quel point quelque chose près de chez soi prenait un sens énorme en fait, parce que on pouvait pas circuler, on pouvait pas bouger. Et puis finalement, je dirais que ça nous a bien révélé le fait que c'est important d'avoir une vision, on va dire, élargie, on va dire, de la culture. Et puis la culture finalement, c'est quoi? C'est rassembler des publics, donner rendez-vous à des gens, faire que les gens se rencontrent, vivent quelque chose ensemble, vivre une expérience, une émotion ensemble. C'est ce qu'on propose en fait.
une expérience, comme on le disait tout à l'heure, on réutilise ce mot, un côté immersif aussi, un petit peu comme ça. Voilà, puis il y a un côté un peu, visiblement, de redécouvrir, un peu presque, j'ai envie de dire, carte postale, puisqu'on a l'occasion de pouvoir retrouver des endroits, des choses peut-être qui sont juste à côté de vous savez, on les connaît pas, quoi. On pense bien connaître vers chez soi, mais en fait, non. Moi, une partie du travail que j'adore faire, c'est justement de sillonner, on va dire, la région de Genève et d'avoir de la curiosité, puis me dire, mais c'est quoi cet endroit? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et puis, aujourd'hui, peut-être, vous me posiez la question avant, qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, quand on va voir quelqu'un qui a un lieu qui nous intéresse, on va dire la réputation ou on va dire le fait que les gens connaissent aujourd'hui Antigel nous facilite en fait le travail de pouvoir ouvrir des lieux qui ne sont pas destinés par exemple à un concert. Justement, c'est quoi qui rend le lieu intéressant? C'est quoi? C'est un lieu qui a une histoire? C'est quoi l'intéressant pour les organisateurs d'Antigel? Il y a plein d'éléments. On va dire, on est en plein hiver. Un des classiques du festival, c'est de faire des concerts dans des piscines. Donc, c'est devenu un peu une idée qu'on a eue, mais comme je disais avant, la plupart des artistes qui jouent par exemple à la piscine du Lignon, donc on a traditionnellement une programmation assez rock là-bas, 500 places, et les gens peuvent nager, peuvent regarder le concert depuis des sièges flottants, et puis c'est sûr que l'artiste qui vient jouer, probablement jamais de sa carrière, il aura joué dans une piscine. Maintenant, il y a d'autres endroits, si vous allez jouer dans un lieu, par exemple dans un temple, un lieu patrimonial, il y a quelque chose qui se dégage de cet endroit-là, et d'imaginer voir un concert folk d'un chanteur et sa guitare dans un lieu comme ça, où finalement l'acoustique ou l'expérience, de nouveau ce mot que j'adore visiblement ce matin, sera quelque chose de fort. Mais autrement, je vous dirais, on a par exemple fait un spectacle, on a fait des spectacles dans une usine d'incinération de déchets. Vous allez me dire, mais quelle est la place de la culture? Mais finalement, il y a plusieurs choses. Personne n'a jamais vu finalement les coulisses de quelque chose de très terre-à-terre et quotidien qui est celui de la gestion de nos déchets. Et puis, en fait, en découvrant le lieu, j'ai découvert des endroits vraiment incroyables, une sorte de cathédrale dans une usine XXL. Du coup, peut-être un artiste qu'on a invité aurait peut-être fait dans une salle normale à Genève, peut-être 200 entrées, mais là on fait 800 entrées parce que finalement il y a une curiosité élargie. Il y a plusieurs bonnes raisons en fait d'aller là-bas. Mais du coup, vous êtes confronté à des problèmes techniques parce qu'il faut pouvoir adapter, s'il faut mettre du son, de la lumière, il n'y a peut-être pas d'électricité, tout ça, il faut y penser aussi, donc ça complique les choses finalement. Antigel, c'est compliqué. Je vous disais, Antigel, il n'y a pas de routine, c'est pas pépère. Antigel, on doit faire un concert dans un lieu inédit, comme vous dites, dans une salle de concert, il y a des loges, il y a des frigos dans les loges, il y a une scène, il y a des lumières, il y a tout, il y a le chauffage, il y a tout. À Antigel, quand vous aventurez dans un lieu qui n'est pas destiné à la culture ou à un spectacle, on amène tout. Donc, du moment qu'on vient, imaginons qu'on souhaite rejoindre l'équipe Antigel, on sait qu'on va être dans une aventure qui va être de l'ordre de quelque chose qu'il faut avoir du désir de se lancer dans quelque chose de complexe. Mais je crois que le public, vous savez, il le sent, il le sait. Et puis il le ressent, et puis il nous remercie finalement par sa fidélité. Casser les codes, il y a aussi cette idée-là, puis de marquer les esprits finalement, c'est ça? Oui, marquer les esprits, ça me semble être super important. Et aussi singularité, originalité. Des festivals, il y en a beaucoup. Et je pense que dès le début, Antigel a souhaité se démarquer et souhaite toujours, et à chaque édition, se réinventer. Il y a tous les ans, des nouvelles choses. Cette année, on est, par exemple, vraiment, on retourne aux Nations Unies pour un concert exceptionnel. Aller aux Nations Unies pour un concert, c'est compliqué. Vous imaginez toutes les normes de sécurité, etc. C'est ce que j'allais dire, Donc, en fait, mais qui
est véritablement allé un jour dans sa vie à l'ONU? En fait, peu de gens. Donc, finalement, c'est intéressant de se dire, de proposer aux gens de la région, de dire, mais écoutez, on ouvre ce lieu et c'est une occasion exceptionnelle pour y aller. Antigel, du 1er au 24 février prochain à Genève, c'est la 14e édition. Eric Linder, c'est aussi polar. Ça rappelle quelque chose, ça? Ouais. Est-ce qu'il prend encore de temps en temps sa guitare? Ouais. D'ailleurs, beaucoup ces derniers temps, j'écris et j'enregistre énormément. D'ailleurs, je fais beaucoup de musique, de spectacles qui ont lieu dans le festival, ou qui est fait par une équipe, un collectif du festival, qu'on met en place ces spectacles Made in Antigel, qui sont l'expérience ultime, on va dire, du lieu et du contexte hors norme. C'est des spectacles pluridisciplinaires, donc je fais les soundtracks, on va dire, de ces spectacles. Mais ça fait un moment que je me dis que j'aimerais bien ressortir quelque chose. Puis d'un autre côté, j'ai été tellement pris par cette incroyable aventure qu'est celle du Festival Antigel. Je sais pas trop, en fait. Voilà. Bon, quand tu sors quelque chose, tu nous dis. Hein. Oui, c'est sympa. Viens en parler ici. Ouais. C'est cool. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Et on parle du Festival Antigel à Genève qui présente sa 14e édition. Je vous rappelle les dates, du 1er au 24 février prochain. C'est 3 semaines de performances variées avec cette volonté de célébrer la culture malgré l'hiver. Et c'est Eric Linder qui nous fait le plaisir d'être avec nous, fondateur du festival, directeur, co-directeur de l'événement et qui est toujours très très fier de venir parler de sa programmation. Et justement, on va en parler de la programmation parce qu'il y a énormément de choses. Et tu le disais un petit peu avant, c'est des coups de cœur, essentiellement des coups de cœur. Il n'y a que des coups de cœur, donc je ne peux pas te dire quel est ton coup de cœur. Alors, quels sont ces coups de cœur alors? Il y en a tellement. Je dirais peut-être, si on faisait un focus sur le premier week-end, en fait, on va ouvrir avec Kruder and Dorfmeister, qui sont un peu ces stars de musique électronique, de la scène autrichienne. Donc ça sera l'ouverture, avec une grosse soirée. La soirée continue après. On a un jeudi soir, il y aura vraiment des DJ toute la soirée. Et ça, c'est vraiment la grande ouverture. Le French 79, qui est aussi de la musique électronique. Je pense qu'il pourrait bien plaire aussi aux spectateurs, aux auditeurs, qui est un peu le groupe électronique ou l'artiste électronique français qui est en pleine ascension actuellement. Ou autrement Slowdive, qui est le groupe de rock anglais, un peu de shoegaze comme on dit, c'est de musique vraiment guitare, un peu mur de son de guitare, mais très mélodique. Mais autrement, le dimanche, vous voulez allez vous décrasser post-Noël, post-mois de janvier, on appelle comment ce mois de janvier sans alcool le January clean ou je sais pas quoi. Voilà, venez faire la Antigel Run. On doit être le seul événement culturel du monde qui a une Antigel Run. Donc en fait, il y a une night run le dimanche soir du 4 février. En fait, il y a une course en fait qui est devenue une tradition au festival. Donc voilà, festival. Il y a vraiment, bien sûr, de la musique, mais aussi des spectacles de danse et art vivant. Il y a des événements sportifs, il y a du yoga, concert, il y a plein de choses. Pluridisciplinaire, en fait. À fond, Voilà. Ça, c'est important. Et ce qui est très important, et ça, il faut le rappeler, c'est pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Ça, c'est important. Ouais, franchement, je pense qu'il y a vraiment l'idée aussi d'avoir un programme large et accueillant. Et vous allez voir plein de concerts de folk, vraiment de tous les artistes qui comptent vraiment là aujourd'hui, même de la musique traditionnelle irlandaise. Vous allez dans des lieux dingues. Je pense à Vagabond, qui est le groupe irlandais, enfin le duo irlandais de musique traditionnelle qui cartonne en Irlande, qu'on verra dans un hangar de bateau dans la commune de Collonges-Bellerive, concert dans un lieu vraiment fou, quoi. Mais autrement, vraiment, les spectacles, la programmation art vivant, elle est vraiment aussi, elle a beaucoup de succès, des spectacles engagés qui racontent aussi l'époque. L'idée pour nous, c'est d'être connecté à ce qui se passe aujourd'hui,
et que ce soit vraiment un voyage à 360 degrés, on va dire, dans là et les cultures d'aujourd'hui. Ouais. On a parlé d'expérience, on a parlé d'un côté immersif, et puis là, on peut parler de différence aussi, parce que ça aussi, c'est important, hein, ça fait partie de l'ADN du festival, en fait. Hein. Aussi que chaque année, finalement, soit une nouvelle proposition. Oui, c'est ça, ouais. Et vraiment, tous les sujets sont abordés, c'est vraiment... tous les sujets... Beaucoup de sujets sont abordés à chaque édition. Ouais. On va aussi faire la fête, d'ailleurs. Vous voyez une image qui passait. Cette année, pour la première fois, on fait le programme Antigel Super Bar. Ouais. On a choisi quelques bars dans la région, à Genève, et on va les transformer le temps d'une sorte after-concert, où il va y avoir des DJ, et en fait on emmène le public un peu dans quelques lieux coup de cœur, et où on peut continuer finalement la soirée, voilà, ça c'est une nouvelle proposition. Ouais. Il faut se renouveler sans cesse. Aussi, alors ça c'est un plaisir et c'est vraiment pas une difficulté. C'est juste se dire, garder la curiosité. Et ça, c'est chez nous, on va dire, ça fait partie. Finalement, même le modèle, le fait que chaque année, on est dans 20 à 25 communes, canton de Genève, 45 communes, donc en gros, dans la moitié des communes, et dont la moitié vont se renouveler chaque édition. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de tournus naturel qui fait que finalement toutes les communes genevoises peuvent collaborer avec le festival, et le public peut finalement, en suivant le festival d'année en année, voyager dans toutes les communes du canton. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Eric Linder. On parle de la 14e édition du Festival Antigel à Genève, du 1er au 24 février. Vous avez noté dans votre agenda l'événement ancré dans la ville depuis plus de 14 ans maintenant. Sa 14e édition promet 3 semaines riches en performances, concerts et art vivant. Et on en parle pour ce dernier tour de table avec Eric Linder qui vous donne rendez-vous. Donc vous avez noté les dates du 1er au 24, c'est juste. 14e édition, antigel.ch pour en savoir un petit peu plus. On a parlé du programme. Où c'est que tu vas faire tes courses pour la programmation? Où c'est que tu vas aller chercher les artistes? Est-ce qu'ils t'écrivent? Est-ce que tu vas aller chercher? Comment ça se passe? Je dirais que... Alors moi, je suis évidemment pour faire le métier qui est le mien. C'est la passion, on va dire, de suivre en fait toute la création, tous les artistes qui sortent des disques. Donc à l'affût de tout ce qui se passe, quoi. Ouais, mais vraiment de manière totalement... de fan, en fait. Je suis un fan de musique. Donc, je dirais... Après, il y a les lieux, en fait, des fois, qui nous inspirent. C'est-à-dire qu'on se dirait, on a trouvé un lieu incroyable, qui nous plaît. Et du coup, mais qu'est-ce qu'on va y faire? Donc, on va plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire, on a trouvé un endroit, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire dans ce lieu? Mais je pense que le plus important pour moi, c'est d'être vraiment ultra connecté avec tout ce qui sort maintenant, et aussi de collaborer. J'ai mon collègue Richard Gruet, qui est lui très connecté, on va dire, aux musiques urbaines, au rap, au hip-hop, au Gabor Varga, qui est la personne qui est en charge, on va dire, de tout ce qui est art vivant. Mais aussi ma collègue Thuysandine, la co-directrice. En fait, on échange beaucoup, en fait, sur ce qu'on entend, ce qu'on voit. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. L'embarras du choix, finalement, parce que les artistes, il y a un pléthore. Hein. Ah voilà, il y a tellement d'artistes incroyables. Et les artistes suisses dans tout ça, est-ce qu'ils sont considérés toujours Oui, toujours à fond. Dans presque tous les concerts, on a des artistes invités qui jouent le même soir avec nos têtes d'affiche. Mais aussi dans les Made in Antigel, nos créations hors normes qu'on fait lors du festival, qui sont des événements qui aujourd'hui vraiment sont une des originalités de notre festival, c'est qu'avec des artistes régionaux. C'est vraiment pour nous, c'est l'envie de bâtir des projets avec des talents régionaux, de musique, danse, circasien. Enfin, tout est possible, même sportif, acrobate, voilà. Donc, je dirais, on est très connecté aussi, évidemment, avec la scène régionale. Antigel, le festival qui vous réchauffe l'hiver, c'est très bien. 14e édition, tout bientôt, du 1er au 24 février. Vous allez sur antigel.ch pour découvrir le programme complet. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Eric Linder et au festival? Longue vie au festival Antigel, déjà, ça c'est ce qu'on peut souhaiter. Mais qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, pour nous, le plus important, évidemment, c'est de se projeter dans l'avenir et de... Je dirais qu'aujourd'hui, on est arrivé presque 15 ans. C'est une étape importante dans le parcours d'un festival comme le nôtre. Aujourd'hui, au début, on avait 11 000 spectateurs. Maintenant, c'est plus que 55 000 spectateurs dans une édition. Moi, je pense que continuer à travailler dans des conditions qui sont bonnes pour nous, pour nos équipes, et puis continuer à surprendre le public. Et pour ça, on a aujourd'hui besoin de stabilité, etc. Et je pense qu'on l'a, mais je pense que c'est l'avenir pour nous, il est très important de ce côté-là. Alors merci, on vous souhaite tout ça. Merci Eric. Merci. On se dit à bientôt ? À bientôt, oui.